Très bien, messieurs, il est 10h03. Je vous propose de commencer. Ok, Raphaël? donc, ok. Ok, ok. Merci tout le monde. Ok, merci tout le monde d'avoir accepté de participer à ce séminaire, à ce webinaire consacré à l'environnement Solva 2 et spécifiquement à ce qu'il faudra faire et ce qu'il ne faudra pas faire au niveau de la Tunisie. Ce webinaire, il a été organisé par le cabinet Actualia en collaboration avec l'ATA. Et à ce titre, je tiens spécifiquement à remercier les différents intervenants qui sont David Fitouchi, qui est associé à Actualia, qui a une vingtaine d'années d'expérience à la fois chez Actualia et chez Mazars sur la partie Solva 2, et les collaborateurs d'Actualia qui sont Kevin Ma, qui est un consultant manager au sein d'Actualia, qui a beaucoup d'expertise sur le volet Solva 2, et Majd El-Wardiri, qui est consultant senior Actualia, qui a la particularité d'avoir une double casquette puisqu'il a de l'expertise à la fois sur le marché français et sur le marché marocain. Sachant que notre hôte d'honneur, c'est Hafez El-Gharbi, le président du CGA, qui va nous éclairer un peu sur ce qui se fait aujourd'hui sur ce sujet-là en Tunisie et surtout nous donner les milestones et les différentes étapes qui vont être faites par rapport à la Tunisie. On passe à la slide suivante. Donc, aujourd'hui, le contexte tunisien, et je laisserai la parole à Si Hafez, il y a une régulation prudentielle qui s'impose à tous les pays du monde et la Tunisie va s'inscrire dans cette logique-là. Et aujourd'hui, le marché tunisien, il est en phase de réflexion pour faire évoluer notre dispositif actuel avec sous le contrôle du CGA, et je laisse Hafez développer un peu plus et introduire ce thème-là avant de laisser la place aux consultants d'Actualia pour développer les différents thèmes évoqués lors de ce webinaire. Hafez, la parole est à vous. Merci Rassem. Permettez-moi tout d'abord de remercier vivement notre ami David et ses associés, ses collaborateurs Kevin et Majd pour avoir pris l'initiative d'organiser ce webinaire qui tombe à pic parce que comme tu l'as dit Rassem, nous sommes en pleine effervescence, si j'ose dire, donc on est en pleine réflexion et pratiquement on est entrant dans le vif du sujet avec la mise en place, le début de la mise en place d'une nouvelle règle de solvabilité basée sur les risques en Tunisie. Donc, à titre de rappel, je dis que le CGA s'est engagé depuis pratiquement 2014-2015 dans un projet de refonte du Code des assurances dans une optique de modernisation du secteur des assurances et de sa conformité avec les principes de base d'assurance, les ICPs édictés par l'IAS. Et cette refonte a touché plusieurs volets, dont notamment l'adoption d'une règle de solvabilité basée sur les risques qui viendrait remplacer le cadre actuel de Solva 1. Et pour se poser cette question, pourquoi cet SBR? C'est, à notre sens, c'est pour renforcer la protection des assurés et les solidités financières des sociétés d'assurance, qui sont un peu les deux prérogatives essentielles du CGA. Cela va impliquer une exigence d'un niveau de capital requis sensible au risque, une plus grande discipline du marché et une divulgation publique accrue. Et plus d'informations sur les entreprises pour permettre au CGA justement d'avoir une vision globale du modèle économique et une plus grande importance accordée à la gestion et à la gouvernance des prospectives des risques. Cette règle comporte, à l'instar de Solva 2, des exigences qualitatives. Donc, le CGA a entamé depuis 2016 une démarche de mutation vers une nouvelle règle de solvabilité en renforçant le dispositif prudentiel relatif aux exigences qualitatives inspirées des ACPs 7 et 8 de l'EAS. Donc, c'est à ce titre qu'on a publié une décision le 13 juillet 2016 déjà qui a instauré l'obligation de mise en place par les compagnies d'assurance et de l'assurance des fonctions d'audit interne, de gestion des risques, d'actuariat et de conformité au sein des sociétés. Et cette décision a aussi prévu
l'instauration des comités de gestion des risques, d'audit, de nomination et de rémunération. Ces exigences ont été d'ailleurs transposées dans le projet du Code des assurances au niveau des articles 218 à 243, auxquels ont été ajoutées d'autres exigences comme l'obligation de nomination d'administrateurs indépendants. Pour ce qui est des exigences quantitatives, l'article 56 nouveau du projet du Code stipule que les sociétés d'assurance et de réassurance doivent fournir les fonds nécessaires pour couvrir le capital minimum requis et le capital de solvabilité requis. Le CGA fixera par voie de règlement les règles quantitatives relatives, premièrement à l'adéquation des fonds propres, leurs composants et comment ils seront utilisés. Il fixera aussi la méthode de calcul du capital minimum requis et celle du capital de solvabilité requis sur la base des risques encourus par les sociétés d'assurance et de réassurance. Nous entendons, donc on les a carrément spécifiés, c'est les risques de souscription, le risque de marché, le risque de crédit et le risque opérationnel. On fixera aussi par voie de règlement la répartition et la concentration de ces risques, l'évaluation des actifs et des passifs et le classement et les méthodes de détermination des provisions techniques. Les sociétés d'assurance seront soumises à ces exigences après la finalisation des travaux de calibrage et de mise en place des règles du calcul du capital minimum requis des capitales de souscription requis. Toutefois, ça c'est un défi pour nous, la mise en place de ces exigences nécessite des compétences actuarielles et des prédispositions en termes de systèmes d'information qui manquent actuellement au niveau du secteur des assurances en Tunisie. C'est un véritable challenge pour nous qui a été entamé pour renforcer les compétences actuarielles sur le marché d'assurance en collaboration avec les acteurs du secteur et notamment l'ATA. Si Rassem, on a fait du chemin ensemble et nous continuerons à le faire parce que l'actuaire aura une place, en notre sens, de choix dans la nouvelle réglementation. Le projet d'assistance de la Banque mondiale auquel tu as fait référence, Rassem, donc on est en plein chantier avec la Banque mondiale pour nous assister au niveau de la mise en place de cette nouvelle règle. Cette assistance comporte 3 axes. Donc, il y a eu un axe de diagnostic du secteur des assurances qu'on vient d'achever, qui comprend une analyse quantitative des bilans des sociétés d'assurance, une analyse qualitative du cadre prudentiel des assureurs, notamment des systèmes de gouvernance et de gestion des risques et du contrôle interne. Nous venons d'entamer la phase, l'axe numéro 2 relatif à la proposition d'une feuille de route sur la base de ce diagnostic effectué, d'une revue des expériences internationales. Les objectifs stratégiques et la feuille de route seront établis pour la mise en place de cette nouvelle règle prudentielle ainsi qu'un plan d'action détaillé. L'axe numéro 3 sera vraiment le plat de résistance, si j'ose dire, c'est la mise en œuvre du plan d'action qui s'articulera autour d'une construction d'un bilan prudentiel inspiré des normes internationales mais adapté au contexte tunisien. Ça c'est très important. Le calcul des exigences en capital, soit du capital minimum requis ou le capital de souscription requis. Il y aura aussi l'évaluation des exigences relatives à l'ORSA, c'est très important aussi. L'assistance du CGA pour mener la première étude d'impact. L'organisation d'ateliers pour la présentation de la nouvelle règle de solvabilité au secteur. Nous définirons aussi les éléments de reporting destinés au CGA et au public qui sera imposé aux sociétés. Et la préparation d'un cahier de charge fixant la structure des systèmes d'information que les sociétés devront implémenter et qui permettront l'accès et le reporting de toute l'information financière requise pour le calcul des nouvelles exigences quantitatives. En conclusion, je dirais que le texte qui sera concocté par le CGA relatif à la solvabilité basée sur risque va chambouler, à mon sens, le cadre prudentiel et le cadre d'exercice de l'assurance en Tunisie. C'est pourquoi nous avons opté pour une implémentation progressive. Tout ceci se fera de manière progressive et un calendrier de déploiement de la SBR sera arrêté et la mise en place de ce cadre prudentiel se fera sur plusieurs années. Les exigences que nous allons imposer aux assureurs sont tellement importantes, à mon sens, que demain, la compagnie qui réalise moins de 100 millions de dinars de chiffre d'affaires, à moins qu'il s'agisse d'une assurance de niche, ne sera pas malheureusement viable. Une restructuration du marché qui se dirigerait vers plus de consolidation n'est donc pas à exclure à terme. Voilà, pour planter un peu le décor, je vous passe la parole, David, pour nous présenter justement Solva 2
et le retour d'expérience pour le marché, pour le secteur tunisien. Et merci. Très bien, merci à vous, monsieur Garbi. Quelques mots sur le cabinet Actuelia en guise d'introduction. Donc, après avoir fait nos classes au sein du cabinet Mazars, qui est assez représenté au niveau de la Tunisie, donc moi et mes associés, nous avons créé un Actuelia en 2013. Aujourd'hui, nous sommes une trentaine de consultants. On réalise à peu près 120 missions par an. On travaille à peu près 50% de notre temps sur des missions relatives à Solvabilité 2. Sachant que Solvabilité 2 est entrée en vigueur en 2016 et que le marché était préparé déjà depuis, enfin, s'est préparé entre 2003 et 2016. Et vous voyez que 5 ans après, nous avons encore de nombreuses missions d'accompagnement, d'audit, de production, de tout ce qui concerne Solvabilité 2. Donc, aujourd'hui, on a un bon recul sur la réforme et comment elle a été appréhendée par le marché français et européen. On sait ce qui fonctionne, on sait également ce qui ne fonctionne pas ou ce qui fonctionne mal. En tout cas, on se pense vraiment légitime pour pouvoir apporter notre éclairage sur Solva 2 et sur les bonnes pratiques et ce qui pourrait être utile au marché tunisien dans le cadre de sa refonte de son système de solvabilité. Donc, c'est l'objet de cette présentation. Je passe assez vite sur les travaux qu'on a l'habitude de réaliser. On travaille beaucoup sur la mise en œuvre de dispositifs de gestion des risques. On travaille évidemment sur toutes les problématiques de mesure de solvabilité avec la mise en place du pilier 1 et des ratios. On travaille sur de la formation et vous verrez que la formation, on en parlera dans un moment, c'est un sujet majeur du projet Solva 2. On travaille sur la vision prospective, l'élaboration de business plans, la stratégie des compagnies d'assurance avec un angle rentabilité et également solvabilité. Hein, ce sont les deux pendants de la stratégie d'un assureur. On intervient sur les travaux de réalisation de fonctions clés actuarielles et évidemment tous les sujets de tarification, provisionnement, optimisation de la réassurance, enfin tous les sujets traditionnels des cabinets d'actuaires, nous les adressons également. Aujourd'hui, nous souhaitons vous parler de 3 sujets. Dans un premier temps, Kevin Ma vous parlera de Solva 2. Il aura à peu près 10 minutes, un quart d'heure pour vous dresser tous les chantiers qu'on peut retrouver dans Solvabilité 2, sachant que Solvabilité 2 est compatible avec les normes internationales qui sont encore en construction et que le marché tunisien devrait s'en inspirer. Alors peut-être que tout ne sera pas repris, mais il y a forcément une inspiration de ce qui se passe au niveau européen qui influencera votre futur régime de solvabilité. Donc, Kevin essaiera de tenir le challenge de vous résumer Solva 2 en un peu moins de 15 minutes. Ensuite, moi, je vous ferai un retour d'expérience sur les différents sujets, sur ce qui est à prendre et a priori ce qui est à laisser, de manière à vous donner quelque part ce retour-là et potentiellement influencer demain les décisions qui seront prises par le régulateur en vous expliquant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne absolument pas sur le marché français. Enfin, Majd évoquera le levier que représente la réassurance, qui est un levier qui visait à protéger les bilans des compagnies d'assurance, mais qui devient un levier de plus en plus fort pour présenter une solvabilité acceptable demain. Donc, la réassurance est un sujet majeur, surtout en Tunisie, sur lequel la réassurance a une part extrêmement importante. Et grâce à Solvabilité 2, vous pourriez potentiellement vous libérer de la contrainte de la réassurance, en tout cas d'optimiser différemment vos programmes de réassurance en intégrant une vision à long terme de ces outils de couverture. Et enfin, on échangera, on pourra conclure sur les différents thèmes que l'on aura évoqués. Il y aura une session de questions-réponses. Et il y a un chat intégré au webinaire sous Zoom. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On essaiera de piocher quelques questions pour y répondre en fin de webinaire. Donc, je donne la parole à Kevin Ma sur la première partie, le modèle européen Solvabilité 2. Super, merci beaucoup. Bonjour à tous, donc je suis Kevin Ma, actuaire manager au sein du cabinet Actuelia. Donc pour raconter mon expérience, donc j'ai accompagné plus d'une trentaine d'organismes français ou même tunisiens au cours de mon expérience. J'ai pu travailler beaucoup sur les problématiques liées à Solvabilité 2, donc j'ai
j'ai grandi avec Solvabilité 2. Hein, et là, effectivement, l'idée, c'est que je vous présente en fait, les grandes lignes de la directive. Hein. En 15 minutes, c'est un défi qui est assez difficile, mais on va essayer de tenir le timing. Alors, tout d'abord, effectivement, pour vous présenter la réforme, par rapport au contexte réglementaire, il faut avoir en tête que Solvabilité 2, c'est une norme qui a été adoptée en 2009 et qui a été vraiment appliquée, qui n'est appliquée que depuis 2016. Donc, il y a quand même eu 7 ans sur lesquels, en fait, 7 années sur lesquelles les entreprises ont pu peu à peu, on va dire, travailler avec la norme avant de se l'approprier. Et il faut avoir en tête aussi que la norme, elle n'est pas encore tout à fait, elle est toujours en mouvement, hein, puisqu'il y a toujours des clauses de revoyure qui sont publiées aujourd'hui pour justement modifier encore, on va dire, perfectionner la norme telle qu'elle est aujourd'hui. Par rapport aux objectifs de la réforme au moment de son implémentation, comme le disait M. Garbis, c'est à peu près la même chose. Hein. L'objectif, c'est vraiment de redéfinir, on va dire, des principes sur la valorisation, on va dire, du ratio de solvabilité, avec notamment une nouvelle mesure des fonds propres et aussi une nouvelle mesure de l'exigence du capital à détenir. Et en parallèle de cela, effectivement, il y a aussi l'aspect gestion des risques, hein, le côté ERM, qui vient où effectivement, il y aura une forte incitation aux assureurs à mesurer et contrôler les risques en fait, internes à l'entreprise. Et bien évidemment, il y a aussi le troisième volet, l'aspect communication, où là, effectivement, on demandera une communication plus accrue à l'assureur, à la fois pour le contrôleur, mais aussi, et c'est nouveau, au public. Donc, dans la slide qui suit, ce qu'on a essayé de représenter, c'est avant-après. Donc, avant, c'était Solvabilité 1, c'est ce qu'on pourrait assimiler à ce qui est aujourd'hui en Tunisie. Hein. L'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, en Tunisie, il y a des règles. Elles sont assez simples et efficaces, puisqu'au final, pour calculer un ratio de solvabilité aujourd'hui, on prend un pourcentage des primes, un pourcentage des provisions. Ça marche plutôt bien. Il n'y a pas eu beaucoup de faillites observées. En tout cas, en France, il n'y en avait pas. Hein. Mais par contre, effectivement, il y avait quand même certaines lacunes, puisqu'effectivement, dans la méthode de valorisation, il y avait quand même une certaine décorrélation par rapport à ce qui se passe vraiment sur le marché, puisqu'on a adopté une vision comptable pour la mesure des fonds propres. Par ailleurs, dans ce qu'on va appeler la mesure des risques, il n'y a pas forcément tous les risques qui sont pris en compte dans le calcul du capital requis. Donc, c'est vraiment pour pallier à ça qu'on a essayé de moderniser la norme avec justement l'apparition de Solvabilité 2. Donc, dans Solvabilité 2, on a introduit des indicateurs plus cohérents et plus adaptés au profil de risque d'une structure d'assurance. On essaye d'établir un environnement de gestion et de contrôle des risques avec, bien sûr, un système de gouvernance des risques beaucoup plus adéquat et beaucoup plus en phase avec ce qu'il faudrait faire apparaître, on va dire, dans une compagnie d'assurance. Donc, effectivement, il y a tous ces aspects-là qui sont traités sous Solvabilité 2. Donc, Solvabilité 2, donc, dans le slide d'après, c'est du coup un texte de loi. Alors, je sais pas si… Voilà. C'est un texte de loi qui est structuré en 3 parties et qui sont du coup traditionnellement modélisés en 3 piliers. Hein. Je pense que vous les avez déjà vus dans l'actualité. Donc, effectivement, le premier pilier va concerner du coup tout ce qui est relatif aux exigences quantitatives. Donc, on aura des règles pour comment est-ce qu'on valorise les fonds propres, comment est-ce qu'on valorise le SCR, le MCR. Ça, c'est pas si nouveau que ça. Ensuite, en termes d'exigences. Ensuite, sur le pilier 2 et le pilier 3, c'est vraiment ce qui est nouveau sous Solvabilité 2. Ce sont les exigences qualitatives qui vont apparaître et aussi les exigences en matière de communication. Donc, on aura tous les aspects système de gouvernance, fonctions clés, ORSA, politique écrite, et aussi tous les aspects rapports à publier. Donc là, dans ce qui va suivre, je vais essayer de vous présenter les grandes lignes de chaque pilier pour que vous ayez en tête en fait ce qui peut se faire en Europe et peut-être pourquoi ne pas l'utiliser en Tunisie. Alors, première partie du pilier 1, c'est effectivement le côté valorisation des fonds propres. Donc, on demande à ce que les fonds propres, donc la richesse de l'entreprise, soient valorisés en vision économique. Comment ? À l'actif, vous allez avoir les actifs de placement qui sont valorisés en valeur de marché. Hein. L'objectif, c'est vraiment d'être le plus juste possible. Et si ce n'est pas effectivement la valeur de marché qui est retenue parce qu'elle n'est pas disponible, on va chercher des valeurs d'expertise.
Côté passif, engagement technique, on va valoriser les provisions techniques dans une vision ce qu'on va appeler best estimate, à la meilleure estimation. La meilleure estimation représente vraiment la valeur des engagements sans marge de prudence. La marge de prudence, du coup, on la remonte quelque part dans les fonds propres et donc on est dans une vraie vision, on va dire, économique des engagements. Par ailleurs, point important aussi qui peut être important dans le marché tunisien, c'est effectivement cet effet actualisation. On va commencer au niveau des flux techniques à les actualiser et du coup l'impact actualisation peut être assez important, notamment vis-à-vis des courbes des taux sans risque qui sont assez élevées sur le marché tunisien. Par rapport au bilan aussi, ce que je voulais rajouter, c'est que effectivement le fait d'avoir du coup une valorisation en vision économique, ça va créer et générer quelque part de la volatilité dans la valeur des fonds propres économiques. D'une année à l'autre, au final, vos fonds propres économiques, enfin les fonds propres économiques vont fortement bouger en fonction effectivement de la valorisation des actifs de placement. Autre volet sur la partie quantitative, ça concerne du coup la mesure du capital requis pour être solvable, c'est ce qu'on appelle le SCR. Et le SCR est défini par la directive comme étant une vision quantile 99,5. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on va vous demander de détenir en fonds propres le montant qu'il faudrait pour pallier au pire risque qui pourrait survenir l'année prochaine avec une chance sur 200. D'accord? Et comment on fait du coup pour valoriser ça? Alors, bon, il y a peu d'acteurs qui le font, mais on peut le faire. C'est soit utiliser un modèle interne, d'accord? Donc, l'entreprise essaie de mesurer son propre quantile 99,5, ou alors on utilise ce qu'on va appeler la formule standard. Donc, ce que fait la grande majorité des acteurs. Donc, slide qui suit. Donc, la formule standard, qu'est-ce que c'est? C'est une formule de calcul qui utilise une approche modulaire. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher tous les postes qu'on pourrait avoir au bilan, à la fois à l'actif et au passif, et d'appliquer des chocs sur ce bilan pour voir, en final, combien est-ce que ça nous coûterait si ce choc survenait. Et du coup, le choc qu'on va appliquer va nous permettre de déterminer le fameux SCR. Alors, par rapport au SCR, ce qu'on va avoir comme module de risque, donc les modules, vous allez voir que ça englobe quand même pas mal de risques qui sont les grands risques des structures d'assurance. Donc, vous avez en premier lieu les modules de risque techniques, donc la partie santé, vie, non-vie. Donc là, on va appliquer des chocs sur les cotisations, les primes, les provisions, etc., etc. Après, ce qui est nouveau, c'est, on va dire, le module marché. Le module marché, c'est le module qui va pénaliser tous les actifs de placement que vous pouvez avoir, à savoir les actions, les obligations, l'immobilier. Donc, on va essayer d'appliquer des chocs de manière cohérente avec le profil de risque, on va dire, de l'actif de placement. En plus de cela, vous avez effectivement le module contrepartie qui représente quelque part le risque de défaut, à la fois des réassureurs, mais aussi de tout ce qui est crédit, donc les créances et tout ce qui est trésorerie, par exemple. L'idée, c'est que une fois que vous avez tous ces modules de risque qui sont bien établis, on va les agréger. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que du coup, quand vous allez sommer, on va dire, tous ces risques, vous allez les agréger. On va prendre en compte ce qu'on va appeler les effets de diversification. Donc, on va considérer qu'un risque A et un risque B, ce n'est pas tout à fait la somme du risque A et B. Ça va être le total va être légèrement inférieur à ce qu'on aurait pu sommer linéairement. Alors, ce qui est important, je pense, pour le marché tunisien, c'est de bien sûr trouver le bon calibrage par rapport au choc à appliquer, puisque le calibrage doit être, on va dire, cohérent avec la position de ce qui se passe du marché tunisien, à la fois en termes de volatilité technique sur le portefeuille d'assurance, mais aussi sur le risque marché, qui d'ailleurs peut devenir un très gros risque si vous appliquez par rapport aux produits que vous avez, le risque marché peut être assez important.
OK. Alors ça, c'est sur la partie pilier 1. Sur la partie pilier 2, donc comme je le disais, c'est quelque chose qui est assez nouveau par rapport à ce qu'a apporté Solvabilité 2. Ça concerne tout ce qui est relatif au système de gouvernance des risques au sein de la structure d'assurance. On va retrouver des notions, par exemple, fonction clé et gouvernance dans le sens, on va parler d'AMSB, je vais tout de suite arriver à ce sujet. On va parler de compétences honorabilité, on va parler d'ORSA, on va parler de politique écrite. Dans la slide qui suit, alors, Solvabilité 2 est arrivé avec, on va dire, l'apparition d'un nouvel organigramme sur lequel apparaît, on va dire, des acteurs bien identifiés. Alors, Solvabilité 2 introduit la notion de ce qu'on va appeler l'AMSB. Donc, c'est en anglais Administrative Management and Supervisory Body, qui va regrouper à la fois le conseil d'administration ainsi que 2 dirigeants effectifs. Alors, on considère que l'AMSB va être porte la responsabilité ultime de tout ce qui va se passer au sein de la structure assurantielle. En face de cela, on va avoir en plus les fonctions clés. Et on considère que tout ce collège de personnes doit respecter ce qu'on va appeler les exigences de compétence et d'honorabilité. Donc, avoir la compétence et l'honorabilité, c'est avoir, on va dire, la capacité à pouvoir prendre des décisions en connaissance de tout état de cause, on va dire, de ce qui peut se passer. Donc, on va demander, par exemple, des compétences individuelles aux fonctions clés et aux dirigeants effectifs, et une compétence collective au CA pour justement traiter toutes les problématiques qui peuvent toucher à l'organisme. Sur la slide d'après, on fait un focus sur les fonctions clés. Donc, sous Solvabilité 2, elles sont au nombre de 4. Donc, il y a la fonction gestion des risques, la fonction conformité, la fonction actuariale, la fonction audit interne. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces fonctions clés sont des fonctions support qui vont conseiller le conseil d'administration lors de la prise de décision. Si vous voulez, les 4 fonctions clés, elles sont expertes dans leur domaine. Et si demain, l'AMSB veut se positionner sur une stratégie ou sur une décision, l'AMSB peut consulter ces 4 fonctions clés justement par rapport aux problématiques qui est abordée. Dans l'autre sens, ces 4 fonctions clés ont aussi un rôle et des missions établies. Elles ont pour objectif et pour mission, on va dire, d'alerter, donc dans l'autre sens, d'alerter le conseil d'administration dès qu'il y a un problème qui apparaît en fait au sein de la structure. Par exemple, si demain il y a une problématique actuarielle qui apparaît, la fonction actuarielle devrait solliciter ou du moins convoquer, on va dire, le conseil d'administration ou les dirigeants effectifs, justement pour traiter du problème. Donc ça, c'est la partie acteur. Sur la partie écrit, Solvabilité 2 est arrivé avec ce qu'on va appeler les politiques écrites. Bon, je pense que tout le monde sait ce qu'est une politique, mais sous Solvabilité 2, il y a un autre aspect. Donc, une politique écrite, c'est un document effectivement interne qui va formaliser les objectifs, les processus, les principes à appliquer par les opérationnels, compte tenu de la stratégie adoptée par l'AMSB. Il faut avoir en tête que du coup, l'objectif d'une politique écrite, c'est vraiment de définir en fait les responsabilités de chacun, mais aussi, et ça c'est on va dire le nouveau de Solvabilité 2, de décrire tous les process de gestion des risques qui sont liés justement à ce qui est évoqué, et aussi le process de communication à appliquer en fait pour remonter rapidement des problématiques. Sur la slide d'après, par exemple, ce qu'on dit, c'est qu'en termes déjà effectivement de politique écrite, on peut balayer pas mal de sujets qui touchent à l'assurance. Mais si on prend l'exemple, par exemple, d'une politique de souscription, dans une politique de souscription, on va vous demander effectivement peut-être de retrouver vos fameuses guides ou règles de souscription actuelles. Donc, quels sont les risques qu'on accepte, comment est-ce qu'on fait la tarification, quelles sont les dérogations que j'accorde ou pas. Mais là, on va intégrer un aspect suivi du risque de souscription, d'accord, et aussi tout le process qui va avec. Qu'est-ce qui se passe si demain, je constate que mon portefeuille dérive? Qu'est-ce que je dois alerter? Est-ce que j'alerte d'abord le DG? Est-ce que j'alerte d'abord le directeur technique? Est-ce que j'alerte le DG? Est-ce que j'alerte le conseil d'administration? Donc, il faudra bien mettre en avant, on va dire, tout le process
qui va permettre de circulariser l'information ou l'alerte dès que c'est possible. Donc après, nous, en termes de conseils sur la rédaction de vos politiques écrites, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une politique écrite, ce sont les règles du jeu que vous allez fixer aux opérationnels, vous administrateurs. Et l'idée, ce n'est pas forcément d'écrire des règles inatteignables, donc des règles cibles. C'est vraiment, dans un premier temps, de décrire ce qui se passe actuellement au sein de votre structure et ensuite, effectivement, l'améliorer s'il y a besoin. Donc ça, c'est sur la partie politique. Okay. Alors, troisième aspect qui est important sur la partie pilier 2, c'est l'ORSA, donc Own Risk and Solvency Assessment en anglais. Bon, l'ORSA, il y a différents chantiers qui sont à produire dans l'ORSA, mais ce qui est important, c'est la partie business plan. Alors, la partie business plan, c'est quelque chose qui est assez nouveau. On vous demande de construire une trajectoire de votre activité sur un horizon, nous en Europe c'est 5 ans, mais sur un horizon court et moyen terme. Et cette trajectoire, donc on va vous demander de matérialiser votre stratégie et de le traduire sous terme d'indicateurs à la fois de rentabilité, mais aussi de solvabilité. Donc vous allez pouvoir vérifier que votre stratégie fonctionne bien, à la fois en termes de renta et à la fois en termes de solvabilité. En face de cette stratégie, on va venir construire ce qu'on va appeler des scénarios de stress test ou des scénarios stratégiques. Donc, vous avez votre stratégie qui est fixée dans le business plan. Ensuite, vous allez venir perturber ce fameux scénario central pour voir comment va réagir la stratégie de la structure compte tenu de tel ou tel élément. Un choc sur les marchés, une dérive de la sinistralité, par exemple, une épidémie. L'objet des stress tests, ça va aussi vous permettre de tester, on va dire, des scénarios. Par exemple, demain, si vous avez l'acquisition l'opportunité d'acquisition d'un nouveau portefeuille ou l'opportunité de réaliser de nouveaux placements, l'ORSA permet également de faire ça, puisque vous allez justement venir perturber votre scénario central pour voir qu'est-ce qui se passerait s'il y avait ça. Donc, c'est vraiment il y a vraiment un intérêt par rapport à ces exercices sur la partie stratégie de l'entreprise. Donc, tous ces éléments vont vous permettre, in fine, on va dire, d'aborder ce qu'on va appeler l'appétence au risque. Alors, l'appétence au risque, c'est le niveau de risque qu'un conseil d'administration est prêt à accepter pour mettre en œuvre sa stratégie. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de dire, que le CA se prononce sur sa stratégie et aussi les limites qu'elle se fixe justement pour atteindre cette stratégie. L'idée, c'est par exemple d'exprimer une appétence. Par exemple, là, on a mis l'exemple sur l'horizon 5 ans. Le CA peut très bien se prononcer en disant « Je souhaite que mon ratio de solvabilité 2 soit supérieur à 125% dans 90% des cas. » Le fait d'avoir une formulation aussi explicite va induire pas mal de mécanismes. Parce que pour pouvoir respecter ces 125% dans 90% des cas, alors peut-être qu'il faudra, par exemple en termes de souscription, soit ouvrir les vannes pour se développer à fond. C'est-à-dire qu'on a le droit encore de se développer, on ne va jamais atteindre les 125%. Dans l'autre sens, si on a un ratio de solvabilité qui est déjà assez limité, on va peut-être on va dire, freiner le développement justement pour pouvoir atteindre des objectifs. Donc, vous l'aurez compris, le fait d'avoir une formulation d'appétence va induire pas mal de conséquences en termes de choix opérationnels sur comment on se développe, comment on investit, et du coup, ça va influencer les politiques écrites. Après, du coup, pour synthétiser l'ORSA, moi, je trouve que c'est un sujet qui est assez important dans Solvabilité 2 et qui permet, Solvabilité 2 a introduit un outil d'aide à la prise de décision et aussi, ça va rassembler pas mal d'acteurs pour remplir les inputs. On aura des inputs techniques, des inputs sur le marché financier. Donc, tout ça, il faudra un chef d'orchestre pour piloter tout ça. Et nous, on identifie souvent la gestion des risques justement pour piloter l'ORSA. Troisième volet, donc c'est la partie pilier 3. On est sur la communication. Vous l'aurez vu, il y a l'ORSA, il y a les politiques écrites, il y a les rapports des fonctions clés.
Et on a aussi, du coup, en termes de communication, un rapport qu'on va communiquer au contrôleur. Il y aura aussi un autre rapport qu'on va communiquer au public. Et il y a ce qu'on va appeler les QRT. Donc, les QRT, c'est la partie reporting du pilier 1 qui est transmise auprès du contrôleur. Alors, on a introduit, Solidité 2 a introduit la notion, le langage XBRL. Donc, c'est un langage informatique dans lequel on va transmettre toutes les informations au régulateur. Et ça, à échelle européenne, donc tous les acteurs européens utilisent le même langage. Ça va permettre de faire des statistiques de manière plus fine pour tous les acteurs. D'accord. Donc ça, c'est vraiment la partie pilier 3. On est dans une vision où on cherche à vraiment communiquer de manière plus importante et donc de manière plus transparente aussi auprès du public. Donc là, je vais laisser la parole à David. Donc, compte tenu de tout ce que je vous ai présenté, on va essayer de vous faire part d'un retour d'expérience sur notre expérience et par rapport applicable au marché tunisien. Très bien, merci Kevin. Du coup, je reprends la main. Alors, 4 ans après la mise en œuvre, quels sont les grands enseignements qu'on peut tirer de Solvabilité 2 et de son implication et de son application au niveau européen? En guise d'introduction, il faut avoir en tête une chose, c'est que Solva 2, on a commencé à y réfléchir en 2000-2003 et que c'est rentré en vigueur en 2016. C'est-à-dire qu'on a eu à peu près 15 ans pour construire ce qu'allait être ce nouveau régime de solvabilité. Alors pourquoi ça a été si long? Parce qu'on était 26 pays à négocier, chaque pays ayant ses propres problématiques. La France, c'est un pays à groupes. Donc on a des grands groupes qui essayaient de mettre en avant le côté diversification des risques. Il y a des pays à filiales, il y a des pays avec des acteurs beaucoup plus spécialisés. On avait des fédérations de grands acteurs, des fédérations de mutuelles qui tiraient chacune la couverture de leur côté. On avait les fédérations professionnelles également. L'Institut des actuaires français a eu un rôle à jouer par rapport à la justesse des formules de calcul. On a eu par contre les fédérations d'experts comptables qui voulaient que tout soit traçable et auditable, et d'ailleurs qui souhaitaient auditer tous ces nouveaux travaux. Donc vous voyez que les négociations étaient un peu compliquées, ça a pris 15 ans, et non seulement il y avait des défis techniques de calibrage, il y avait des défis d'appropriation de ces nouvelles règles du jeu par les opérationnels, par les équipes, par les assureurs, et on avait également des défis politiques et de stabilité financière, parce qu'on ne voulait pas que la mise en œuvre d'un nouveau système de solvabilité puisse faire faillite à tout le marché tchèque ou tous les assureurs santé. Donc, il y a eu une période de transition pendant laquelle les assureurs ont testé les différentes modalités de ce qu'on appelle la formule standard. On a eu des quantitative impact studies. Globalement, on en a eu presque une dizaine, du KISS 1 au KISS 6. Le LTGA, c'était un focus sur les branches longues. On a eu les bilans d'ouverture. Bref, on a eu une dizaine d'exercices d'anticipation. Ce matériel-là existe et on ne peut que conseiller au CGA d'aller regarder toutes les normes de calibrage qui ont été testées au fil de l'eau entre à peu près 2006 et 2016. Évidemment, à chaque fin d'exercice, l'EIOPA, qui était l'organisme en charge de mettre en place Solva 2, avait toujours le choix entre deux options. Soit on faisait plus simple, soit on faisait plus juste. Les experts comptables voulaient plus simple, les actuaires voulaient plus juste. Les assureurs étaient partagés entre les deux. Finalement, on a toujours retenu le choix de la justesse. Et aujourd'hui, notre formule standard n'a rien de standard puisqu'elle fait à peu près 500 pages. Donc, elle ne porte pas très bien son nom et elle est assez, voire très et trop compliquée à mettre en œuvre pour un certain nombre d'acteurs. Alors, voici quelques retours un peu macro qu'on pourrait vous faire. Déjà, en non-vie, on a très peu d'acteurs qui utilisent les modèles internes. C'était la grande révolution au début des années 2000. On pensait que beaucoup d'acteurs iraient vers les modèles internes. Il se trouve que c'est tellement compliqué à mettre en œuvre, c'est tellement complexe et à produire, et à maintenir, et à documenter, et à auditer. Ça demande tellement d'argent qu'en France, on a 15 acteurs qui utilisent les modèles internes. Et vous imaginez qui sont ces acteurs. On va retrouver AXA, Generali, Allianz, véritablement les licornes de l'assurance. Quand on est sous un modèle interne,
on a énormément de pression de la part de la CPR et ça coûte beaucoup d'énergie, de ressources pour le maintenir. Donc, c'est peut-être pas la meilleure option qui est qui se présente pour le marché tunisien. Concernant la formule standard, que 99% des assureurs utilisent, comme je vous le disais, elle n'est pas si standard. Les 600 pages ou 500 pages de notes techniques sont peut-être un peu trop détaillées, un peu trop grosses, et on pourrait certainement avoir la même efficacité en ayant 80% de papier en moins. Donc, on vous recommande malgré tout d'essayer de faire plus simple que ce que nous avons pu faire, parce que plus la formule standard est compliquée, plus le risque opérationnel est également élevé. Donc, il vaut mieux faire du plus simple et plus pragmatique plutôt que de se perdre dans les détails de cette formule standard européenne. Il y a quand même des points positifs. Il y a une très bonne appropriation du marché. Les DG, les administrateurs, les gestions des risques, les fonctions conformité, audit interne, tous les dirigeants de compagnies d'assurance comprennent très bien les fondamentaux de la formule standard. Ils comprennent très bien dans quelle direction va aller le ratio de solvabilité si on se développe, si on prend de la réassurance, si on réalloue différemment nos actifs. Donc, il y a une bonne appropriation et aujourd'hui, c'est un bel outil, la formule standard de prise de décision dans l'optimisation de son allocation d'actifs, de sa réassurance et dans la construction de son développement. Donc, on peut maintenir ces axes verts en essayant de limiter les problématiques rouges d'avoir une formule si compliquée. C'est dans cette direction qu'on vous conseille d'aller. Sur l'assurance vie, en France, on a des problématiques de taux garanti et d'interaction actif-passif très fortes. Vous n'avez pas ces problématiques de participation aux bénéfices discrétionnaires en Tunisie. Et donc, du coup, vous devriez pouvoir éviter les modèles ALM stochastiques. Malheureusement, si vous avez ce type de garantie dans vos bilans, il est possible que vous deviez utiliser ce type de modèle. Là aussi, on n'est pas très loin des modèles internes, c'est très compliqué, c'est très difficile à auditer, c'est source de risque opérationnel. On vous conseille d'éviter au maximum l'utilisation de ce type de modèle pour avoir des approches davantage pragmatiques et efficaces. Concernant le risque marché, là, on peut s'inspirer de ce qui existe au niveau de la formule standard. Les calculs sont efficaces, sont plutôt simples. On arrive à capter globalement le risque financier à travers la formule standard. Ça permet d'avoir des beaux outils d'aide à la décision pour l'allocation d'actifs. Il faudra faire évidemment attention au calibrage. Il faudra qu'on ait un calibrage tunisien et pas européen. Même si tous les travaux de calibrage peuvent nous inspirer, il faudra s'assurer de la pertinence des calibrages qui sont retenus. Pour information, le risque action européen, c'est 39%. Le risque immobilier européen, c'est 25%. C'est la même chose pour toute l'Europe et les assureurs français essayent de se battre, par exemple, pour le risque immobilier en considérant que le 25% n'a rien de français. Le risque immobilier en France serait, je dis serait, entre guillemets, tout ce que vous voulez, serait bien plus faible. Tout ce travail-là, il faudra le faire au niveau de la Tunisie pour trouver vos propres volatilités de vos indicateurs marchés. Alors, par contre, vous devrez vous préparer à communiquer davantage sur vos placements et il faut préparer vos banquiers à vous donner davantage d'informations sur vos fonds. Les fonds doivent être transparisés. Il est important que vous puissiez connaître la composition de vos fonds de manière à appliquer correctement les pénalités à chacun des titres qui sont présents dans vos placements. Là-dessus, ça a été une vraie difficulté en France et dans d'autres pays européens parce que les banquiers avaient du mal à nous communiquer avec transparence ce qu'on appelle la transparisation des fonds, c'est-à-dire le détail de finalement les titres sur lesquels nous avons investi. Donc là, vous pouvez, pour avoir déjà commencé à travailler dessus sur le marché tunisien, vous pouvez commencer à négocier avec vos banquiers pour qu'ils vous communiquent ce type d'informations qui ne sont pas toujours faciles à avoir. Concernant le pilier 2, les politiques écrites, c'est le passage de la culture orale à la culture écrite. C'était difficile en France et je pense que ce sera difficile en Tunisie. En revanche, ça permet de fixer un cadre, ça permet à chacun d'assumer ses rôles et ses responsabilités.
Ça rajoute un peu de complexité parce qu'il faut tout mettre par écrit et c'est évidemment politique de confier telle responsabilité à telle personne alors que nous étions parfois dans un flou acceptable. En revanche, c'est un outil majeur de gouvernance des risques. Donc là aussi, les assureurs étaient frileux. Aujourd'hui, les assureurs sont plutôt heureux d'avoir ce type de politique. Ça permet quand même de faire un grand pas en avant dans la gestion des risques. Concernant les fonctions clés, leur rôle est indiscutable. C'est très positif. Elles ont un véritable rôle de contrôle. On a des éléments de contrôle au sein des compagnies. Donc ça, pour le contrôle des assurances, pour le CGA et pour notre ACPR, c'est formidable de pouvoir discuter avec la fonction actuarielle ou la fonction gestion des risques, qui est un outil de contrôle internalisé à l'entreprise. En revanche, c'est difficile d'avoir cette indépendance demandée. Et donc, le positionnement de ces fonctions clés est toujours un peu difficile. Donc, on a eu du mal à trouver des organisations qui fonctionnent en France. Vous devrez passer également par ces difficultés pour à la fois donner à ces fonctions clés une indépendance dans le cadre de leur travail, un droit d'accès au CGA, par exemple, mais en même temps un rattachement à la direction générale. C'est un rôle difficile. Je pense qu'également l'association tunisienne des actuaires devra proposer des bonnes pratiques sur le sujet du positionnement de ces fonctions clés. Je parle des deux fonctions clés qui nous concernent, nous actuaires, qui sont la fonction actuariat et la fonction gestion des risques. Mais la problématique est la même pour l'audit interne et la conformité. Concernant l'ORSA, Kevin en a parlé, c'est la pierre angulaire du projet Solvabilité 2. Ça nous permet de ne pas faire uniquement de la solvabilité, mais de garder une vision stratégique de nos business. N'oublions pas notre rôle, et c'est un rôle qui a pu être oublié par certains acteurs français, tellement Solva 2 était compliqué. La solvabilité, c'est une contrainte, mais ce n'est pas le rôle principal d'une compagnie d'assurance. Le rôle principal d'une compagnie d'assurance, c'est de développer des produits, servir ses assurés et être présent pour régler les sinistres. Donc, on ne peut pas faire que de la solvabilité tout le temps. Et donc, intégrer une démarche de rentabilité, une démarche de développement durable dans un système de solvabilité, c'est évidemment positif. Et c'est pour ça que Solvabilité 2 est aujourd'hui vraiment accepté et apprécié par les DG des compagnies et des mutuelles européennes. Parce qu'il y a cette capacité à se développer qui est quelque part intégrée dans les projets à travers le projet ORSA. Donc là, je vous recommande de vous investir dès le plus vite possible sur ce sujet particulier. Concernant la compétence et l'honorabilité, là on parlera de compétences, attendez-vous à une augmentation des offres de formation sur le marché parce que on va demander certainement aux DG, aux CA, aux fonctions clés d'avoir une compétence bien étendue sur tout ce qui est assurance et réglementation. Donc, attendez-vous à ce que le nombre de formations augmente considérablement sur vos marchés, comme il a augmenté en Europe. Nous, pour information, notre cabinet, on doit animer entre 200 et 300 formations par an, ce qui est énorme pour un cabinet de notre taille, mais les demandes sont bien présentes. Alors, le reporting Solva 2 européen est beaucoup trop lourd. On espère que le CGA optera pour quelque chose de plus pragmatique. Les QRT sous format XBRL prennent beaucoup de temps et le processus et le reporting trimestriel prennent beaucoup de temps à mettre en œuvre et ne sont pas forcément lus d'ailleurs par ni le public ni l'autorité de contrôle. Nous, on vous recommande d'avoir des rapports annuels de bonne qualité et d'avoir des rapports trimestriels beaucoup plus allégés. Donc, ça, c'est notre recommandation pour pas que les équipes des assureurs soient complètement absorbées uniquement par ces problématiques de solvabilité. Je vous recommande également d'aller voir les SFCR des assureurs. Tapez sur Google SFCR AXA, SFCR Groupama, SFCR et l'assureur ou mutuelle de Poitiers si vous voulez, et vous pourrez voir tout de suite la qualité des rapports qui est demandée au marché français. Peut-être regarder les petits acteurs, il y a des SFCR de grande qualité qui sont présents. Là, j'en ai nommé un, Mutuelle de Poitiers par exemple, c'est un SFCR extrêmement intéressant qui est présenté sur Internet pour son public.
Pour conclure, et ça fait écho aussi avec ce qui a été dit par M. Garbi, il faut faire attention qu'un système de solvabilité ne bouscule pas de manière incontrôlée le marché tunisien. Nous, en France, on a eu des rapprochements, on a eu des variations dans les tarifs proposés en fonction du coût du capital demandé, on a eu une modification des demandes des réassureurs, on a eu une modification de l'allocation d'actifs des assureurs. Les assureurs se sont désinvestis des actions pour aller sur l'immobilier parce que les pénalités étaient différentes. Alors, Dieu merci, on a eu peu de faillites parce que le marché était suffisamment solide, mais une formule mal calibrée pourrait entraîner et accentuer des faillites. Donc, il faudra faire attention. Il y a les QIS qui sont des impacts quantitatifs pour les acteurs, mais il y a des impacts quantitatifs pour le marché à avoir en tête et à construire de manière à ce que votre nouveau système de solvabilité ne déstabilise pas trop et soit toujours protecteur pour vos assurés, sachant que c'est quand même l'objectif principal. Mais vous avez de l'expérience, vous avez l'expérience des Européens, vous avez la chance d'avoir un unique pays comme la Suisse. La Suisse a créé le SST. Ils ont pu avoir, grâce à leur marché domestique limité, la possibilité de créer un système de solvabilité sur mesure en connaissant tous les acteurs. Donc, vous pouvez vous fabriquer un solvabilité 2 tunisien, à vous, utile, efficace, en essayant de balayer tout ce qui n'est pas utile. Donc voilà, je vous recommande d'exploiter la formule standard, mais en la simplifiant. Évidemment, l'ORSA et les politiques écrites ont un intérêt en termes de gestion des risques. Les rapports narratifs, les formations, la gouvernance, ce sont des sujets à garder. En revanche, je vous conseille de délaisser les modèles internes et tout ce qui est état XBRL et reporting prudentiel. Voici pour le premier retour de marché qu'on peut faire pour le marché tunisien. J'ai vu qu'il y avait des questions, je vous propose de les garder pour la fin du webinaire. Je donne la parole du coup à Majd sur la partie réassurance. Bonjour à tous, Majd Delouaziri, donc je suis consultant du cabinet Actuelia. J'ai eu 5 ans d'expérience dans le consulting. J'ai commencé en France sur divers sujets de solvabilité 2. Et ensuite, j'ai fait du conseil en Afrique, notamment en non-vie, en assurance non-vie et en gestion des risques. Et ensuite, j'ai rejoint la Société Centrale de Réassurance, qui est le réassureur principal au Maroc et qui agit également en Afrique, où j'ai travaillé sur des sujets de solvabilité, où notamment j'ai participé à la mise en place du SBR marocain, donc la solvabilité basée sur les risques, donc l'équivalent du S2. Et je vais vous parler de la partie réassurance et l'impact sur solvabilité 2. Donc la réassurance, aujourd'hui, au-delà de son rôle classique qui était de garantir la solvabilité globale de la couverture de risque ou assurer des risques qui ne rentraient pas dans la capacité des assureurs, donc comme les événements naturels, les terrorismes, les épidémies, comme on peut voir aujourd'hui avec le Covid. Aujourd'hui, la réassurance va jouer un nouveau rôle grâce à Solvabilité 2, car elle va avoir un impact un peu plus important sur le ratio de solvabilité. Et elle va entrer en compte comme un outil de pilotage pour la stratégie de développement de l'entreprise. Donc, nous allons voir dans cette présentation les différents leviers que représente la réassurance dans Solvabilité 2. Les réassureurs, comme on sait, proposent plusieurs solutions et ils sont très créatifs à ce niveau. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir différents types de réassurance. La prise en compte de ces différents types dans la modélisation de la solvabilité est plus ou moins difficile. C'est notamment une chose qui a été reprochée à Solvabilité 1 dans son traitement prudentiel. Aujourd'hui, Solvabilité 2 permet de franchir un cap et une amélioration à ce niveau. Donc, passer au prochain slide. Donc, le traitement prudentiel qui était réservé dans Solvabilité 1 permettait
de prendre uniquement la réassurance proportionnelle jusqu'à 50% de son taux de cession. Aujourd'hui, dans Solvabilité 2, la formule standard permet de prendre de manière beaucoup plus précise la réassurance proportionnelle. La réassurance proportionnelle, non proportionnelle, n'était pas du tout prise en compte dans Solvabilité 1. Aujourd'hui, dans Solvabilité 2, elle est prise en compte. Il y a certes un axe d'amélioration, mais il y a un proxy qui permet de prendre en compte justement la réassurance non proportionnelle dans le calcul des exigences de capital. Il y a également la notion de la notation du réassureur, où avant, la notation du réassureur n'entrait pas en compte. On pouvait avoir un réassureur non raté, comme un triple A, ça correspond à la même chose. Aujourd'hui, c'est pris en compte dans la définition du ratio de solvabilité. On va voir comment ces différents éléments sont pris en compte et dans quel bloc de risque ils impactent. Dont le schéma de calcul du STR, de la structure modulaire qu'a pu présenter Kevin tout à l'heure, la réassurance permet de réduire son exposition au risque. Donc, les différents blocs qui sont impactés, c'est les blocs suivants. Donc, comme on peut voir ici, c'est les blocs qui concernent le risque de souscription. Donc, on a le non-life, donc le risque de souscription non vie, on a la souscription vie et on a health pour la santé également. L'autre risque qui impacte la réassurance, c'est le risque de contrepartie. Pour ce risque-là, la notation du réassureur joue un rôle fondamental. Effectivement, plus la notation du réassureur sera élevée, moins l'exigence du capital sera faible. Je propose de faire un zoom un peu plus particulier sur le risque de souscription non vie. Alors, on commence par les risques de primes et des réserves. On l'a décomposé en 4 étapes. L'une des premières, c'est le calcul des mesures de volume par ligne d'activité. Effectivement, on va calculer les volumes pour les risques de tarification, pour le risque de réserve, pour le provisionnement. Et c'est à partir de ces volumes-là qu'on va passer du brut au net, on va appliquer nos différentes structures de couverture. Ensuite, on va pouvoir calculer l'écart type pour chaque risque, pour la tarification, pour le provisionnement. Alors, ces écarts types, en Europe, ils sont donnés par les IOPA. Il y a la possibilité d'utiliser ses propres modèles économétriques pour déterminer ces paramètres, donc notamment les USP. C'est le cas lorsqu'on a des risques qui sont un peu spécifiques, comme les RT médicales, des risques qui ne sont pas standards. Ensuite, on passe à l'agrégation des risques selon une matrice de corrélation. La matrice de corrélation, c'est ce qui va nous permettre de dire, bon, si on a un risque de grêle, comment je vais impacter fortement mon risque auto. Alors, les matrices de corrélation sont également données par les IOPA, sont également données par le régulateur en Europe. J'imagine que ce sera le cas également en Tunisie. Passer un modèle interne, ça demande beaucoup de données. C'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à justifier. Finalement, on arrive au dernier bloc où on déduit notre capital d'exigence, donc notre exigence en capital de solvabilité. En poste de brut net. On passe ensuite au risque catastrophe. Le bloc risque catastrophe présente un bloc à part de solvabilité 2 et il se décompose en fait de la manière suivante où la réassurance également joue un rôle important. Au début, on va devoir en fait décliner plusieurs scénarios, donc à travers des périls de catastrophes d'origine naturelle ou des périls d'origine humaine. Il y a également une approche factorielle, mais ce qui est le plus utilisé, c'est l'approche par scénario. Aujourd'hui, les IOPA, et donc le régulateur imagine en Tunisie, va définir un certain nombre de scénarios que devront appliquer les assureurs pour déterminer leur exposition. Ensuite, appliquer le programme de réassurance pour avoir leur exposition nette. C'est là que ça va compter. La réassurance, c'est là qu'elle entre en compte. Et ensuite, on agrège selon une matrice de corrélation avec la diversification géographique auxquelles sont exposés les différents acteurs. On en déduit encore le capital et on visualise ici l'impact brut net de réassurance. On a notre exigence de capital. Alors, ce que nous avons pu voir à travers les slides précédents, c'était l'impact de la réassurance dans les ratios de solvabilité. Donc, pour mettre en place une stratégie et optimiser son programme de réassurance, il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. Effectivement, comme on avait dit dès le début, avant la réassurance rentrait en compte dans la rentabilité, dans le résultat technique. C'est ce qu'on peut voir
Là, dans le premier cercle, dans l'année N, on a le coût de la couverture, c'est le résultat net espéré, ça rentre en compte dans le résultat. Aujourd'hui, il y a un gain en capital, ça rentre en compte dans le ratio de solvabilité. On peut calculer une réduction en fait, de ce SCR-là. Et il y a également la notation du réassureur. Il y a un troisième volet qui est le conseil, qui est l'expertise technique que donne ce réassureur. Donc, aujourd'hui, la réassurance joue un rôle réel selon ces trois volets et va permettre, grâce justement à Solvabilité 2 et à son outil ORSA, de pouvoir se projeter et d'être un outil de pilotage pour dire est-ce qu'on veut augmenter son ratio de solvabilité, le baisser, comment faire par rapport à sa rentabilité et agir de manière plus ou moins importante sur le développement de la stratégie de la réassurance et justement grâce à ces indicateurs de pilotage que propose Solvabilité 2. Donc, la tarification, lorsqu'on décide d'agir sur le programme de réassurance, effectivement, on ne peut pas passer outre la tarification. La tarification convient de disposer de données assez robustes. Mieux on fournit les réassureurs en données, moins pénalisant sera la tarification. Donc, je vais laisser la suite de la conclusion à David. Merci Majd. Ce qui est important également sur la partie optimisation de la réassurance, c'est que quand on a un indicateur de solvabilité qui n'est pas adapté, il est très difficile de se positionner sur sa propre appétence et il est très difficile d'optimiser son traité de réassurance. Quand tout le marché est à 300 ou 400% de solvabilité, finalement, soit on considère qu'on est très solvable et qu'on n'a pas besoin de réassurance, soit on considère que l'indicateur de solvabilité n'est pas le bon et donc on est inquiet parce qu'on ne sait pas finalement si on est solvable ou pas et donc on se réassure peut-être un peu trop. En tout cas, faire évoluer ces traités de réassurance quand on a des mauvais indicateurs de solvabilité, c'est quelque chose de très difficile parce que subjectif. Et quand on est dans le flou, on a envie d'être prudent. Et comme on est prudent, on se réassure. Et si on se réassure, c'est très bien pour l'année, mais c'est très mauvais pour le long terme. Parce que l'excès de réassurance, finalement, c'est abîmer sa solvabilité à long terme. Parce que la réassurance vous protège aujourd'hui, mais vous affaiblit demain. Parce que demain, vous n'avez pas constitué les fonds propres nécessaires à votre développement. Donc la réassurance, c'est à la fois votre meilleur ami à court terme, mais votre meilleur ennemi à long terme. Donc, pour optimiser ses traités de réassurance, il est important de bien se connaître en zéro et d'avoir une bonne vision de sa solvabilité et de sa situation financière. Il faut avoir des bons outils stratégique de business plan, et donc un bon ratio de solvabilité auquel on croit, un business plan et un process ORSA, ça vous permet d'avoir une vision stratégique à long terme. Et si en plus vous avez toutes les données qui vous permettent de challenger le réassureur et le coût qu'il vous fait payer, eh bien là, vous avez de quoi optimiser chaque année vos programmes de réassurance. Donc c'était un peu l'objet de ce qu'on souhaitait vous présenter ici, avant de conclure sur ce webinaire. On a reçu quelques questions. Je vous propose Juste David, merci pour cette présentation et surtout sur la conclusion parce que c'est vraiment une ouverture que tu nous as donnée vraiment sur la réassurance compte tenu de la spécificité du marché tunisien. Et je sais que tu fais écho à la spécificité du marché tunisien qui est, par exemple, sans trahir de secret, on a sur le marché incendie, pour ne pas citer que celui-là, on sait très bien qu'on a des petites primes et des grosses primes et qu'au milieu, on n'a rien. Donc là-dessus, c'est clairement un travail et j'ai bien aimé ta conclusion. Tu dis la réassurance, c'est votre ami à court terme et votre ennemi à long terme. Et j'aimerais bien que tout l'auditoire vraiment réfléchisse à cette phrase parce que c'est clairement une phrase choc, mais qui veut dire ce qu'elle veut dire. Donc, sur les questions, pour rebondir sur ce que tu dis, David, il y a 3 questions aujourd'hui qui sont… Et je commencerai par la plus simple et je m'adresserai plus
à toi. Il y a une question qui est sur la data quality qui est aujourd'hui posée. Et je sais que si Hafid, il connaît très bien cette problématique. Donc, la première, c'est à toi, David, c'est l'importance de la data quality parce qu'on n'a pas insisté là-dessus, mais je connais la réponse. Et la deuxième question, à Si Hafid, est-ce que, compte tenu de la qualité de la donnée en Tunisie, quelle est l'ampleur du chantier en Tunisie? Je laisse la première question à David et la deuxième à Si Hafid. Ok, alors dans Solva 2 et en Europe, on a une vraie exigence sur la qualité des données. Donc, ça fait effectivement partie du projet Solva 2. On pourra organiser un webinaire sur le sujet qui sera dédié à ce sujet si vous voulez. Le point important, c'est que la qualité des données, il faut la considérer dans un premier temps sur un périmètre raisonnable. C'est-à-dire que tous les assureurs sont très en retard sur le sujet. C'est-à-dire qu'on n'a pas de dictionnaire des données, on n'a pas de référentiel de contrôle, on n'a pas de politique écrite sur le sujet. Donc, vous voyez que le projet qualité des données, tout le monde est en retard en T0. En revanche, pour le rendre efficace, il faut le faire sur un périmètre qui fonctionne. Et le périmètre qui fonctionne, au départ, c'est la problématique des provisions techniques. Il faut absolument que vous puissiez mettre en place un process QDD sur le sujet des provisions techniques. C'est le point de départ et quelque part, c'est essentiel de le faire là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que les données que vous utilisez dans vos triangles, dans vos provisions sont bonnes, sont exhaustives, sont complètes et sont bien adaptées à vos modèles. Vos modèles sont bien adaptés à vos données. Ça, c'est le point essentiel. Après, vous pourrez élargir la QDD, le process de QDD au SCR, à l'ORSA, etc. Mais le point de départ, je vous conseille d'avoir un projet QDD limité aux provisions techniques, mais qui marche de manière récurrente, plutôt que de viser la Lune tout de suite. Sinon, vous risquez de vous perdre dans ce chantier infini. C'est Hafez, sur la deuxième partie, est-ce que, compte tenu de votre connaissance du marché tunisien, est-ce que sur cette partie-là, au moins sur les provisions, est-ce que les acteurs tunisiens ont fait des efforts et ils sont plus ou moins prêts, au moins sur cette partie-là? Oui, Racine, merci pour la pertinence de la question. D'ailleurs, c'est un point essentiel et je dirais c'est le nœud le nœud du réacteur, le cœur du réacteur. Effectivement, on a un gros problème au niveau des données et ça poserait beaucoup de problèmes si vraiment on ne s'attelle pas tout de suite à régler cette problématique de fiabilisation des données, de s'assurer de leur exhaustivité, de leur qualité. Nous, au niveau du CGA, on est en train de pousser un petit peu justement vers la vertu en termes de gestion des données et de gouvernance des données. Nous avons entamé un projet de système automatisé de collecte des données qu'on va mettre en place d'ici peu avec le secteur pour justement automatiser dans une première étape la collecte des données réglementaires essentiellement. Et puis, dans une étape, nous, au niveau du CGA, ça, c'est un scoop pour vous, je peux vous dire que demain, nous exigerons que nous contrôleurs, accéderont directement au système d'information des compagnies sans passer par le retraitement qui est effectué actuellement ou la transmission de données par les compagnies. Donc, nous aurons un accès direct au système d'information et ça poussera les compagnies à améliorer sensiblement la qualité des données gérées au niveau des compagnies. Voilà. La deuxième question, elle porte sur la concomitance du chantier IFRS et Solva 2. On sait qu'en Europe, ils ont passé une quinzaine d'années, comme l'a expliqué David, pour arriver à comprendre Solva 2. Et après, maintenant, ils s'attellent au chantier IFRS. Nous, en Tunisie, est-ce qu'on va mener les deux chantiers en parallèle? Comment ça va se passer? Et la question, comme vous l'avez très bien compris, elle s'adresse plus à Si Hafez qu'aux autres interlocuteurs. Oui, effectivement. Donc, le chantier sera mené en parallèle. Sera mené en parallèle, d'ailleurs. Et j'apprécie beaucoup, d'ailleurs, je suis en train de recevoir au fil de l'eau
un peu le plan d'action arrêté par les compagnies d'assurance qui ont été approuvés même au niveau de leur conseil d'administration, donc pour arrêter la feuille de route de mise en place de l'IFRS 17. Donc, ça sera, comment dirais-je, à l'inverse du secteur européen, que eux, ils ont profité de S2 pour peut-être mettre en place IFRS. Nous, ça sera peut-être l'inverse parce que le timing qui nous est un petit peu imposé par le Conseil national de la comptabilité et le normalisateur international, c'est que janvier 2023, c'est demain pour l'IFRS 17 notamment. Donc, par contre, pour la SPR, nous avons un timing ou une feuille de route qui s'étalera sur quand même une période, je dirais, de long-termiste. Ça va de 5 à 7 années, donc nous aurons le temps de peut-être profiter beaucoup plus des travaux de l'IFRS pour avancer dans la mise en place et l'implémentation de S2 tunisienne. Et ça sera en parallèle, donc on a des gros défis et peut-être que ça sera bénéfique. Hein. Donc, nous allons travailler sous la pression et c'est en travaillant sous la pression qu'on peut avancer. Ça, c'est ma conviction et de par mon expérience, si on n'est pas pressé, on laissera ça. Donc, on prendra notre temps mais avec un tempo un petit peu. Donc, voilà, avec ma casquette de président de l'ATA, c'est Hafez, je ne peux qu'approuver. De toute façon, ça fera beaucoup de travail pour les actuaires et beaucoup d'avenir pour eux sur le court et le moyen terme. Pour les actuaires tunisiens, tant mieux, tant mieux. Là, je rebondis sur un point qui est très important, c'est Hafez qu'a cité David dans sa présentation, c'est l'aspect formation aujourd'hui. On se doit d'être vraiment aux standards internationaux. On ne peut pas se payer le luxe de se dire qu'on a un processus d'apprentissage, vu les enjeux et vu le saut qualitatif dont on parle et qui doit s'opérer en très peu de temps et l'absence de ressources en Tunisie. Ce saut qualitatif, il faudra vraiment le faire et le réussir avec l'ensemble des acteurs, avec le bon niveau de formation et d'information. Et aussi, il faut que les conseils d'administration, comme l'a cité tout à l'heure Kevin, soient conscients de cet enjeu-là. Et je crois que entre il y a 5 ans où on discutait de la pertinence d'avoir une formation d'actuaire en Tunisie et maintenant, le chemin parcouru en si peu de temps, il est très significatif. Là, je passe à des questions plus techniques qui sont… la première, c'était par rapport à la courbe des taux qui va être utilisée en Tunisie, compte tenu de l'enjeu de taux qui sont très importants et très hauts en Tunisie. Il y aura un impact clairement sur le calcul des best estimates. Comment vous voyez ça d'un point de vue par rapport à une situation en Europe où les taux sont plutôt bas? Alors, en Europe, on est dans un cas très particulier aussi, enfin un cas particulier qui dure maintenant depuis 5 ans, qui est qu'on a des taux bas, voire négatifs sur les premières échéances. Et donc, la question de quelle courbe des taux j'utilise, à la fois pour mes calculs d'actifs et de passifs et dans mes scénarios de stress. Donc, sur les scénarios de stress, EIOPA est encore en train de réfléchir. Par contre, on a des courbes des taux sans risque sur lesquelles on va appliquer des patchs. Alors, on a la prime de volatilité, on a la prime de matching adjustment qu'on a le droit d'utiliser quand les actifs et les passifs ont la même duration. On a la prime de liquidité parce que les passifs ne sont pas liquides. Donc, on a un certain nombre de cales qui viennent augmenter ou diminuer les primes selon les acteurs. Donc, vous voyez que la courbe des taux sans risque, on ne la prend pas en tant que telle. On a le droit de l'arbitrer un peu. Il y a un deuxième élément dans le cadre de la Tunisie. Ce qui est intéressant, c'est que la courbe des taux est haute, mais elle est haute à la fois sur les actifs et sur les passifs. Donc, ça vous fait baisser vos obligues, mais ça vous fait baisser vos passifs. Donc, ce qui est intéressant ou ce qui est important, quelque part, c'est la congruence entre l'actif et le passif. Et normalement, ça, malgré la courbe des taux, ça se voit. Et dernier point, c'est que sur les branches longues, très longues, on a besoin d'actualiser des flux qui arrivent dans 80 ans, en RC médical, en construction, les retraites, et on n'a pas de taux à 80 ans, il n'y a pas d'échange.
Donc finalement, le taux, à la fin, le taux ultime, c'est un taux politique. C'est un choix du gouvernement, si on veut, hein, enfin en tout cas des IOPA, mais c'est un taux politique, ce qu'on appelle l'UFR, l'Ultimate Forward Risk. C'est un choix de taux qui a pour objectif de stabiliser le marché. Donc, ce n'est pas qu'une considération économique ou macroéconomique. Non, à un moment, il y a de la politique là-dedans. Donc, je pense qu'au niveau de la Tunisie, vous allez être confronté aux mêmes problématiques. Il y aura des arguments techniques, il y aura de la cohérence par rapport à votre marché, mais à la fin, ça se décidera au niveau politique pour savoir si vous utilisez effectivement les 10% ou si vous faut une décote qui vous passe à 8 ou plutôt une surcote qui vous passe à 12. Et pour ça, vous aurez besoin, et le CGA aura besoin de vos résultats des études quantitatives. Sinon, le CGA ne pourra pas arbitrer et proposer la courbe des taux enfin en tout cas la méthodologie d'application de la courbe des taux qui ne déstabilise pas en profondeur le marché. Donc, ça me permet de rebondir sur ta réponse et de poser la question à Hafez. L'équivalent des QIS est prévu sur la feuille de route sur Solva à la tunisienne. Quelles sont les prochaines étapes et quelles sont plus ou moins les brèves et les moyennes échéances sur le chantier Solva 2 qui a déjà été engagé par vos soins, Hafez? Oui, Rassim, comme je l'ai un petit peu dit de façon brève lors de l'introduction du webinaire, effectivement, avec le consortium choisi par la Banque mondiale dans le cadre de sa mission d'assistance technique au secteur et au CGR notamment. Donc, nous allons entamer justement le deuxième axe qui est consacré effectivement à l'analyse ou plutôt là d'identifier les scénarios. Et justement, les questionnaires quantitatifs seraient effectivement un morceau de choix. Et suite à ça, le troisième axe sera la mise en place de la règle, un petit peu les scénarios de mise en place de la règle sur la base des choix que nous allons arrêter avec le secteur, avec les acteurs, vous, ATA, avec l'ordre, avec les commissaires aux comptes du secteur. Donc, nous aurons un petit peu défriché la mise en œuvre du plan d'action. Ça sera logiquement après le deuxième scénario qui est la proposition d'une feuille de route. Donc, le troisième axe, pour nous, c'est l'axe essentiel qui va nous permettre de préparer la fameuse circulaire qui va être adressée au secteur pour justement identifier l'impact et leur prédisposition à la mise en place de la nouvelle règle. Donc, j'espère que vous, actuaires, vous serez sous l'égide de l'ATA prêts au combat avec le secteur, avec les commissaires aux comptes de la place et bien sûr, la locomotive sera le CGA. Juste, je reviens à un aspect que vous avez effectivement, soit David, soit toi, soit Rassim, au niveau de la formation. Est-ce que cette formation, pour le cas de la France notamment, David, est-ce que la formation a porté seulement pour les cadres et le personnel des compagnies d'assurance ou quand même elle a été étendue aux membres des conseils d'administration des compagnies d'assurance? Alors, dans les premières années, principalement pour les dirigeants et les fonctions clés, mais là, depuis maintenant une dizaine d'années, tous les membres du conseil d'administration participent à entre 1 et 3 journées de formation par an, pas uniquement sur Solva 2, hein, ça peut être sur d'autres sujets, mais par exemple, on anime des formations sur les méthodes actuarielles au conseil d'administration d'assureurs non-vie, parce que c'est un enjeu essentiel. Et donc, il y a des cycles de formation pour administrateurs, il y a des certificats. Nous, on travaille avec Carita, par exemple, je fais de la pub pour Carita, donc c'est un organisme de formation d'actuaires où on a des administrateurs, on a des DG.
On intervient aussi avec les fédérations professionnelles. On a travaillé avec la ROAM, la AM et la FNMF, qui sont les fédérations d'assurance non-vie et santé, où on forme les administrateurs. Donc voilà, oui, les administrateurs sont également formés et dans le cadre des contrôles de l'ACPR, donc notre CGA national, les administrateurs peuvent être interviewés par l'autorité de contrôle pour s'assurer qu'ils comprennent bien les mécanismes des entreprises qu'ils pilotent. En plus, la question de Sehaf, c'était en plus de la formation qui est dispensée aux actuaires normaux et les acteurs normaux. La différence qui a été introduite, c'est cette formation qui a été dispensée aux cadres dirigeants. Mais les autres formations, c'est normal qu'elles soient dispensées, Sehaf. La question technique qui est aussi sur tout ce qui est risque de contrepartie, risque de défaut en Tunisie, compte tenu de l'absence d'agences de notation et de rating des entreprises tunisiennes, comment on mesurera ce risque-là à l'aune de l'absence de ces agences qui ont pignon sur rue, mais qui ne travaillent pas beaucoup sur le marché tunisien? Comment on va quantifier ce risque? Alors, il y a une équivalence entre le ratio de solvabilité et la notation. Par exemple, Kevin disait tout à l'heure que Solva 2 s'est calibré pour être une couverture dans 99,5% des cas. Eh bien, une couverture à 100% de ratio, c'est-à-dire que je ne fais pas faillite dans moins d'un cas sur 200, eh bien, c'est un équivalent triple B. Bon, d'après l'Europe, hein. Eh bien, si pour le coup, la Tunisie pourrait partir sur des proxys de ce type, c'est-à-dire si l'entreprise elle est solvable à 100%, bah, c'est un équivalent triple B. Si elle est solvable à 150, c'est un équivalent simple A, puis double A, et vous auriez votre échelle de corrélation entre le ratio de solvabilité de votre réassureur, qui lui sera soumis, j'imagine, aussi à ces règles de solvabilité, et un équivalent notation. Sachant que ça, on a le même problème sur nos actifs aussi, qui sont aujourd'hui, devraient être notés en fonction du rating du pays qui est limite speculative grade. Donc ça, c'est un vrai enjeu pour nous pour mesurer un peu, compte tenu de la spécificité du marché tunisien, ces risques de contrepartie, ces risques de défaut. Alors là, il y a une spécificité européenne. Par exemple, le risque de contrepartie des obligations d'État n'est pas valorisé. C'est-à-dire qu'un Français, enfin, un assureur français qui achète une obligation, une OAT française, donc une obligation nationale française, n'a pas de risque de contrepartie. Alors pourquoi? L'État français est passé double A, donc lui aussi, il a son propre risque intrinsèque. Eh bien, en fait, on avait peur que les Français achètent de la dette allemande, parce qu'eux, ils sont triple A. On avait peur que les Italiens achètent du français et que les Grecs achètent de l'italien. En fait, on souhaitait que chaque investisseur institutionnel continue à financer son pays. Et donc, pour ça, en Europe, on a choisi de ne pas choquer, de ne pas pénaliser, de ne pas demander de capital pour les obligations détenues, les obligations d'État que les entreprises détenaient. Donc, je partage cette réflexion avec vous parce que vous aurez à vous positionner, vous, CGA, hein, sur des mesures de ce type-là. Si on commence à pénaliser fortement les obligations non ratées en considérant que c'est la note de la Tunisie, ou si on commence à pénaliser les obligations qu'on détient de l'État tunisien, peut-être que ça pourrait déstabiliser aussi le financement du pays. Donc, il faut avoir cette réflexion dans le cadre de vos tests d'impact. La question, elle s'adresse à Majd, par exemple, parce que sur le Maroc, sur l'exemple marocain, je dis n'importe quoi, une société qui appartient à un groupe international, est-ce qu'elle a deux mesures de solvabilité, une mesure de solvabilité locale et une mesure qu'elle remonte au groupe, compte tenu de la notation du pays? Donc, par rapport au risque de contrepartie ou par rapport au ratio de solvabilité? Le risque de contrepartie, je dis n'importe quoi, une filiale d'un groupe international, je dis l'exemple d'AXA et d'Allianz existe au niveau du Maroc, la solvabilité qui est mesurée au niveau groupe et la solvabilité qui est remontée au niveau local, est-ce que c'est la même mesure ou bien il y a, parce que compte tenu du risque de contrepartie, risque de pays, la mesure peut être différente
compte sur la probabilité de défaut et le risque de contrepartie. Sur Alors, ça l'obligation dépend. d'État marocaine, par exemple, les L'obligation obligations d'État marocaine, l'obligation, oui, on ne met pas de contrepartie sur une obligation d'État marocaine. C'est-à-dire qu'en gros, on fait comme en Europe. Et c'est la même chose en fait qu'on a choisi, par exemple, pour le réassureur local. Donc, pour tous les réassureurs locaux, en fait, qui sont capés déjà par la notation de leur pays, tu ne peux pas aller au-dessus. Par exemple, je prends le cas de la SCR, qui est triple B et qui ne peut pas aller au-dessus du triple B parce qu'elle est capée par le Maroc. Donc, en gros, le régulateur dit pour les réassureurs en fait locaux ou pour les obligations d'État qui ne peuvent pas aller en fait au-dessus d'un triple B, on ne met pas de contrepartie dessus. Et c'est accepté Pour par AXA, le headquarter de la compagnie? oui, oui. Ok. Pourquoi? Une dernière question sur l'absence de générateur de scénarios économiques en Tunisie. Qu'est-ce qu'on pourra faire compte tenu du fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de GSE en Tunisie, David? Est-ce qu'il faut vraiment les accueillir, surtout pour le best estimate vie? Tu as parlé de complications tout à l'heure et de stochastique. Est-ce qu'on est condamné à aller sur le stochastique, sur la vie, ou on peut faire autrement? Alors, tout dépend de vos garanties. C'est ça qui peut être un peu compliqué. Si au sein de vos garanties, vous avez des fortes interactions actifs-passifs et des garanties planchers et des taux minimum garantis à servir, normalement, vous devriez avoir ce type de générateur de scénarios qui vous aideront à calculer vos best estimates. Mais, il y a un mais, comme vos taux de rendement sont très élevés, si vous êtes engagé à donner au moins 3% et que vos taux sont à 10%, l'effet coût de l'option, il est quand même assez négligeable. Donc, vous pourriez économiquement vous en passer. Il faudra le démontrer sur la base de scénarios déterministes, mais c'est quelque chose qui se démontre. De la même manière, si vous êtes sur une logique un peu UC, c'est-à-dire mon portefeuille donne du 3 et donc je donne du 3 moins 0,2, il y a une interaction active-passif, mais quelque part c'est linéaire, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de coût d'option. Donc là aussi, on peut s'en passer. Et dernier point, si vos portefeuilles, ou théoriquement on ne devrait pas s'en passer, mais si ça représente moins de 3% de votre portefeuille, là aussi, il faut invoquer ce que j'espère vous aurez dans vos textes, le principe de proportionnalité. Et c'est-à-dire qu'on ne va pas passer 80% de notre énergie à traiter moins de 5% de notre bilan. Et donc, en France, on se cache le moins possible, mais de temps en temps, derrière ce principe très sain, qui est le principe de proportionnalité. Voilà. Si maintenant, vous avez des grosses interactions actives-passives, des options, et que ça représente une grande partie de votre risque, effectivement, vous ne pourrez pas vous passer d'un GSE. Voilà. Donc, là, il faudra avoir des analyses bien spécifiques sur chacune des entreprises pour savoir si elle peut s'en passer ou pas, sachant que voilà, ça a un coût, c'est long, c'est cher, c'est dur à auditer, mais voilà, de temps en temps, ça peut être nécessaire. Tous les banques assureurs français en ont. Ok, je ne sais pas, je crois qu'on a fait le tour des questions. Je profite de l'occasion pour remercier. Oui, vas-y. Il y avait juste une dernière question, peut-être une précision sur ce qu'on a voulu dire. Évidemment, on n'a rien contre les réassureurs. Ce qu'on dit, c'est que en absence de vision claire sur sa solvabilité initiale, on peut être tenté de se surcouvrir. Voilà. Et quand on se réassure beaucoup trop, c'est le trop, hein, pas le beaucoup. Quand on se réassure trop, ça a un coût. Et ce coût-là, eh bien, quelque part, il affaiblit vos fonds propres dans 5 ans. Donc, ce qu'on dit, c'est que la réassurance, quand on ne l'optimise pas, eh bien, quelque part, elle peut vous desservir à long terme parce qu'elle vous affaiblit. Elle vous a trop protégé à tort en 2020. Eh bien, finalement, tout ce qu'elle vous a coûté entre 2020 et 2025, vous ne l'avez pas dans vos fonds propres en 2025. Et donc, votre ratio est un peu plus faible que si vous aviez optimisé votre réassurance 5 ans avant. Donc, évidemment, en plus, je pense qu'il y a des réassureurs dans l'assistance. Évidemment, la réassurance est un levier, c'est un outil. Mais il faut essayer de l'optimiser de manière à ne pas nous affaiblir à long terme. Et c'était ça le message qu'on souhaitait faire passer dans le cadre de la présentation. C'est pour ça que
comme il y a une question qui a été posée dessus, je préférais préciser. Évidemment, la réassurance, vous en avez besoin. Maintenant, il est nécessaire de l'optimiser. Personne n'a dit que la réassurance, on n'en a pas besoin. C'est juste que c'est un vrai enjeu pour la Tunisie, surtout qu'on est un pays où la ressource en devise elle est rare. Et du coup, l'optimisation de la réassurance est un enjeu d'autant plus majeur que ce soit au niveau macro ou au niveau micro. C'est Hafez, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez envie de dire un mot de la fin avant de laisser... avant de clore ce webinaire et je vous laisse la main pour dire un mot de la fin si vous le souhaitez. Merci Rassem, merci à toute l'équipe d'Actualia, David, Kevin et Majd. Vraiment, c'était très intéressant. Vu la qualité des participants, j'ai un peu parcouru. Il y a des assureurs, des réassureurs, des actuaires, bien sûr le contrôleur du CGA, ça a été vraiment très bénéfique. Ça tombe à pic, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je retiens de ce retour d'expérience très enrichissant qu'effectivement, il faut coller au maximum au contexte tunisien et éviter toutes les complexités qui ont été un peu vécues par nos amis européens. Nous sommes un seul pays, nous connaissons nos compagnies, donc nous allons travailler de concert tout l'environnement, contrôle, superviseur, acteur et bien sûr fonctions réglementées telles que les actuels commissaires aux comptes. Et je pense que nous avons toutes les compétences et la volonté pour réussir ce projet structurant pour le secteur des assurances tunisien. Le challenge ne fait que commencer, hein, on est au début, hein, ça va prendre quand même un temps assez important pour pouvoir, in fine, Inch'Allah, implémenter notre nouvelle règle de solvabilité. Peut-être un message au secteur, notamment avec pour ceux qui sont avec nous. Je l'ai répété à maintes fois pour nos amis number one des compagnies d'assurance et à leur fédération que ce type de projet doit être mené par le secteur. Il faut que ce soit un projet sectoriel, ce n'est pas un projet individuel. Il faut que le secteur travaille de concert et essayer de mutualiser un peu et fédérer les ressources parce qu'effectivement, les ressources aussi bien matérielles que humaines vont être stressés pour pouvoir réussir ce projet et il y va de l'intérêt de tout le monde que ce projet soit pris en charge par la fédération et le secteur pour pouvoir avancer et j'espère que le challenge soit, et j'en ai la conviction que nous réussirons ensemble. Et merci à tout le monde, aux participants et à l'équipe et à toi, Rassem, d'avoir pris cette initiative. Et peut-être qu'il faut réfléchir à organiser notre webinaire qui sera consacré surtout je dirais, aux exigences, aux défis technologiques du projet. Hein, avec l'IFRS, il y a une participante qui a posé cette problématique d'impact sur le système d'information des compagnies et du data management. C'est un sujet qui est vraiment très intéressant à réfléchir avec, bien sûr, toujours la participation ou l'assistance de nos amis européens qui ont de l'expérience et qui ont pu, à travers la mise en place de S2, vraiment sentir et vivre les difficultés de cet aspect. Voilà, donc merci encore et à la prochaine. Merci beaucoup, c'est Hafez. David, tu sais ce qu'il faut faire maintenant sur le prochain webinaire sur la qualité des données. Et de toute façon, c'est Hafez, nous aussi, il faudra qu'on... Ils seront toujours les bienvenus et nous serons toujours avec vous. Donc, c'est très gentil, c'est Hafez. David, merci beaucoup. Et à la prochaine, je dirais. Merci à vous et puis à la prochaine et très bonne journée à tous. Au revoir. À vous tous. Merci beaucoup. Au revoir.